Bonjour à ceux qui qui nous rejoignent maintenant. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez des problèmes de son. Mais les premiers arrivants me font part que ça a l'air parfait. Donc c'est super. J'adresse mes meilleurs voeux à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Merci de nous rejoindre sur l'heure du déjeuner pour notre webinaire. Donc, comment déjouer les pièges de l'agilité. Donc, pour me présenter très rapidement, je suis Julie Potier, chargée des relations auteurs aux éditions Uni, donc en charge du recrutement de tous les auteurs, livres, vidéos, également certifications. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire organisé par les éditions Uni, donc éditeurs de livres et vidéos d'informatique en français, pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Donc, on publie 10 à 15 nouveautés chaque mois, livres et vidéos compris. Les éditions ENI font partie du groupe ENI, donc, qui est leader de la formation à l'informatique depuis une quarantaine d'années. Donc le groupe est également composé de centres de formation et d'écoles. Voilà. Donc, pour évoquer les pièges de l'agilité, je suis entourée aujourd'hui de 3 de nos auteurs spécialistes sur le sujet. Et donc, je vous propose de commencer le webinaire avec Gilbert. Donc, je vais vous présenter déjà les 3 auteurs. Donc, Gilbert Le Guillauzic, qui va débuter tout à l'heure. Donc, Gilbert est un autodidacte passionné, devenu Scrum Master. Et donc, il a publié son premier ouvrage, de Scrum à Safe, en décembre dernier. Bonjour à tous et mes meilleurs voeux. Et donc ensuite, on aura l'occasion d'écouter Edgar Maillot, donc Scrum Master également et coach agile, auteur de déjà plusieurs ouvrages aux éditions Uni, notamment sur la méthode Scrum. Bonjour à tous. Et ensuite, nous terminerons avec Stéphane Badreau, expert reconnu en développement de systèmes et de logiciels complexes, également coach agile aussi, qui vient de publier donc son premier ouvrage sur la définition du besoin dans un contexte agile en décembre dernier également. Oui, bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux. Donc, merci à tous les 3. Donc, ensemble, on va évoquer plusieurs idées reçues sur l'agilité, détailler certains écueils à surmonter pour devenir véritablement agile. Puis, nous terminerons par un temps de questions-réponses, environ 10-15 minutes. Tout au long du webinaire, vous pourrez bien sûr poser vos questions dans la fenêtre de chat et nous y répondrons du coup après l'intervention des 3 auteurs. Gilbert, je vous propose de débuter donc pour une présentation de la démarche Scrum, une démarche simple mais dont on oublie souvent une condition essentielle. Ah, on ne vous entend pas, Gilbert. Ça sera mieux avec le micro. Avec le micro, c'est ça. Je vous laisse la parole. Alors, on va tenter de répondre à notre première question, hein, comment savoir si une entreprise est prête à pratiquer la méthode agile. Alors, dans l'agilité, hein, dans la pratique de l'agilité, nous trouvons 2 concepts indissociables. Il y a le savoir-faire agile et le savoir-être agile. Pour pouvoir répondre à notre question, on va plutôt davantage s'intéresser dans ce premier volet sur l'aspect savoir-être. Hein, on va voir à quel point ce savoir-être est vraiment primordial dans notre démarche agile. Alors, si on regarde de plus près notre définition, nos 2 concepts, hein, on va les retrouver vraiment entremêlés. On nous dit être agile, c'est avoir un bel état d'esprit permettant la collaboration, l'autonomie et l'auto-organisation. Ici, nous sommes vraiment à fond dans le savoir-être. La communication se retrouve à tous les niveaux dans l'agilité, hein, de l'expression des besoins jusqu'à la livraison du sprint. Nous souhaitons trouver une certaine qualité dans les échanges qui nous amène à perfectionner notre relation avec autrui. Et si on insiste sur la transparence en agilité, c'est pas pour rien, c'est essentiellement parce que désormais, en mode agile, on souhaite favoriser l'autonomie et l'auto-organisation des équipes. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Hein. Désormais, il n'y a plus de silos hiérarchiques. Le temps des chefs, c'est fini. Vive les servants leaders. Et par contre, oui, d'accord, on veut être servant leader, mais si on ne possède pas ce bel esprit agile nécessaire,
Si on ne possède pas cet esprit qui se veut être au service des autres pour l'intérêt du projet, la satisfaction du client, elle va pas être au rendez-vous, parce que cet esprit agile qui demande beaucoup d'humilité et d'empathie, on en a vraiment besoin pour faire grandir tout le monde. Alors, regardons la suite de notre définition. On nous dit être agile, c'est aussi effectuer des livraisons fréquentes de valeur en fonction des attentes du client. Alors ici, on est plus dans l'aspect savoir-faire. Que ce soit par exemple quand on pratique du Scrum ou du Safe, tous deux fournissent un cadre pour pouvoir livrer vos solutions fréquemment et de façon incrémentale. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire parce qu'on a un cadre qui nous est livré pratiquement clé en main, côté savoir-faire. On va quand même devoir, malgré cette disponibilité des cadres, on va devoir adapter notre contexte à ces différents cadres, bien sûr. Mais ce que je voudrais faire comprendre, c'est que dans le savoir-faire, nous pouvons aisément mesurer, contrôler notre progression dans l'agilité. Alors que côté savoir-être, la tâche va être un petit peu plus compliquée. Si on regarde la suite de notre définition agile, on nous dit être agile, c'est aussi avoir une appétence à la recherche constante de la qualité et de l'amélioration dans ses activités. Nous replongeons encore une fois ici dans le savoir-être. Alors oui, nous avons un cadre qui nous aide, mais si les équipes ne sont pas motivées à donner constamment le meilleur, tôt ou tard, le mécanisme risque de rouiller. Ce n'est pas pour rien si en mode agile, nous parlons constamment de rétrospective. L'amélioration continue, c'est une obligation pour que nous puissions avancer de façon empirique. Et dans ce cas-là, il va falloir apprendre à avancer avec l'idée qu'une erreur, ce n'est pas une fatalité, mais bien une opportunité pour mieux avancer. Alors, dans un premier temps, là, on constate rien qu'à travers notre définition que le savoir-être prend une place considérable. Ce savoir-être fait appel à notre personnalité, notre qualité humaine, et comme l'agilité a mis au devant de la scène l'individu, il va falloir davantage introduire la valeur humaine dans nos questions portant sur la maturité agile de l'entreprise. Alors, je vous propose maintenant qu'on fasse un tour d'horizon sur les différents pièges à éviter quand on décide de basculer agile. Vous avez compris, on va insister davantage sur notre savoir-être. Alors, voyons ces pièges. Dans le premier piège qui nous est évoqué ici, alors attendez, excusez-moi, on nous parle on nous parle de quoi exactement? Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est d'implanter une nouvelle méthodologie, Scrum, Safe, Spotify, toutes ces méthodes agiles, de les implanter sans tenir compte de la culture de l'organisation. C'est vraiment important. Vous le savez certainement, l'agilité pousse à l'extrême la collaboration, la confiance, et ce qui va avoir pour objectif de favoriser l'autonomie et l'auto-organisation des équipes. Dans notre écosystème agile, la communication va être vraiment de rigueur. On va la trouver à tous les niveaux. Et si on n'est pas prêt à cette communication intensive, on risque de rencontrer des soucis au niveau relationnel. Alors, vous allez me dire, cela a toujours été vrai dans la gestion de projet, mais dans l'agilité, comme cette communication va se retrouver intensément à tous les niveaux, on ne peut plus se permettre le moindre grain de sable. Parce que je vous garantis qu'une fois que les sprints sont vraiment lancés, il va falloir se concentrer vraiment sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'objectif du sprint. Donc, une bonne communication, c'est vraiment l'huile qui permettra que tout le mécanisme des sprints fonctionne vraiment dans la durée. Alors, j'ai vu par exemple lors d'une mission, c'était une mission dans le secteur bancaire, j'ai eu affaire à un directeur de projet qui a carrément sorti un Scrum Master du projet, parce que le directeur n'avait pas accepté qu'on remette en question sa façon de planifier sur le long terme. Alors, moi, je pose la question, qui est prêt à perdre son aura, qui veut plutôt jouer la carte de l'humilité et du respect de l'autre? Les formations, certes, elles vont nous consolider
sur notre savoir-faire, parce qu'on va être encadré, on va être accompagné, mais pour le savoir-être, il y a encore vraiment quelques combats contre nous-mêmes qu'il faudra continuer à mener continuellement si on veut vraiment acquérir le bel esprit agile. Concrètement, sur le terrain, il ne faudra pas hésiter à faire des diagnostics comportementaux. Ils sont constitués de sondages, d'entrevues individuelles et d'équipes qui vont nous permettre de mesurer l'état d'esprit de chacun et aussi la synergie de l'équipe. Et ceci, bien sûr, ça va nous permettre d'assurer notre transformation agile de façon à ce que ça se passe le plus souple possible, quoi. C'est vraiment important. Si on regarde notre deuxième piège à éviter, quand on a compris l'importance des valeurs agiles, des valeurs humaines, pardon, dans cette culture agile, on évitera de démarrer une transformation agile sans avoir un plan précis sur l'état d'esprit de l'ensemble des équipes. C'est vraiment important. Alors, on a fait notre diagnostic comportemental. Maintenant, une analyse poussée de ce diagnostic va nous permettre de, par exemple, découvrir nos forces et nos points vulnérables, cibler les compétences à développer, évaluer les compatibilités et complémentarités interrelationnelles, parce que le relationnel, il a vraiment un poids fort au niveau agilité. On va aussi pouvoir, par exemple, créer une cohésion et une synergie d'équipe. On va pouvoir, à travers les analyses de ce diagnostic, faire tirer des tas d'autres conclusions. D'après les analyses du diagnostic, il va falloir établir un plan d'action possible. Alors, en général, ces plans d'action vont se concrétiser par des séances de coaching. Alors, bien sûr, on est toujours au niveau comportemental. Alors, il y a certains, moi j'ai vu vraiment sur le terrain, certains dirigeants qui pensent vraiment à tort que l'agilité, ça c'est pour les autres, c'est pas pour eux. Dirigeants et managers doivent aussi jouer le jeu de l'agilité. Si les managers ne donnent pas le tempo, la nouvelle culture à mettre en place, c'est certain, le bel esprit agile mettra du temps à s'installer dans les équipes. Les dirigeants et les managers ne doivent pas échapper non plus au diagnostic comportemental. Par exemple, moi, ce que je mets en pratique sur le terrain pour concrétiser tout ce qui aurait été dit, par exemple, durant toutes les séances de coaching, je fais signer par tous les participants une espèce de charte du bel esprit attendu, en fait. C'est question de marquer à quel point les valeurs humaines sont désormais sacrées dans cette révolution agile. Alors, bien sûr, le but d'une telle charte, c'est pas de dresser un contrat on oblige chacun à signer de son sang. En agilité, on évite les contrats. On essaie plutôt de travailler de façon collégiale. Et il faut plutôt voir ça comme un engagement effectivement collégial, même ludique, où on se promet en fait de tout simplement faire cet effort en matière de relations humaines. Ça, moi, j'insiste beaucoup sur cet esprit agile. Alors, toujours dans le savoir-être, on évitera de négliger la psychologie humaine. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de changer uniquement les méthodes de travail ou les outils. Notre personnalité va être mise à rude épreuve et négliger cette réalité, c'est finalement dans notre basculement agile ne réaliser que 60% de notre transformation. C'est pas parce qu'on dit aux gens d'adopter tel comportement qu'ils vont forcément le faire, automatiquement le faire. On doit les accompagner dans cette transformation de l'individu. Alors, quand on regarde le manifeste agile, on a un des principes qui dit clairement qu'il faut réaliser les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre ces objectifs. Alors, on oublie malheureusement trop souvent que ce soutien-là, il peut aussi être psychologique. Moi, je me rappelle dans une mission, j'avais une très belle discussion avec un développeur perfectionniste qui avait vraiment du mal à concevoir qu'on puisse produire de la qualité à chaque sprint et cela vraiment le perturbait dans son travail quotidien. Pour lui, un bout de quelque chose, ces petits bouts qu'on produit dans les sprints, ça pouvait pas être parfait et ça le dérangeait vraiment. En discutant, il y a juste une question que j'ai posée
et ça a produit le déclic chez lui. Je lui ai dit, est-ce que dans ton perfectionnisme, et d'ailleurs dans tous les perfectionnistes, on doit répéter, répéter, répéter et encore répéter pour arriver à produire quelque chose de parfait. Je l'ai juste dit, essaye de considérer que les sprints, ce sont ces répétitions en fait. Et à la fin des sprints, à la fin du projet, notre solution, elle sera vraiment parfaite. Et ça a vraiment produit un déclic chez lui. Le cœur de l'agilité, ça se passe dans le cœur des hommes et des femmes qui forment l'organisation agile. Et ce cœur, il va vraiment battre à merveille quand le bel esprit va flâner dans toute liberté au sein de l'organisation. Ce n'est pas de la philosophie, c'est vraiment une réalité. Ce bel esprit, il commence à naître quand chaque membre commence à réellement être à l'écoute de l'autre. Donc, vous voyez vraiment l'importance du bel esprit agile dans notre transformation agile. Un autre point important à éviter, c'est de sous-estimer les délais nécessaires pour sa transformation. Le changement prend du temps, surtout le changement des mentalités. Il faut absolument, je dirais, il faut surtout pas croire que ça va se faire en un claquement de doigts, je dirais. Il suffit de faire les formations et puis hop, tout le monde a le profil agile. Il faut absolument pas sous-estimer ces délais, ça prend du temps et il faut vraiment se donner ce temps-là. Par exemple, si je pense à Safe, Safe, il s'agit là de basculer toute l'entreprise en mode agile. Et si on bascule toute l'entreprise en mode Big Bang, c'est complètement suicidaire, ça va être la catastrophe. Dans Safe, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle une roadmap d'implémentation où le passage Safe se fera étape par étape. C'est vraiment important. Alors, un cinquième point aussi important, céder face à la critique. Oui. Je me permets juste, on rajoute 5 petites minutes pour votre présentation, mais juste pour vous donner un ordre d'idée du temps qui reste pour qu'on ait le temps de passer tout le monde. D'accord, très bien, merci Julie. Alors, je disais ne pas céder face à la critique. En général, on le sait très bien, l'inconnu fait peur. Donc, moi, sur le terrain, je me suis rendu compte que on n'a pas vraiment affaire à des rebelles au niveau agilité. C'est plus parce qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit. On ne voit pas vraiment les objectifs, les intérêts, tout ce qu'il y a derrière l'agilité. C'est plus ça qui fait que on n'a pas vraiment une bonne idée des choses et forcément, on va avoir plus de mal à aller dans le basculement agile. Donc, il ne faut pas céder à la critique. Au contraire, il faut expliquer les choses et avec les explications, en général, ça se passe très bien. Alors, un autre point aussi important, faire semblant de vouloir changer. Ce désir de faire l'agilité dans les règles de l'art, si ça ne vient pas d'une motivation vraiment personnelle dans les tripes des dirigeants, c'est sûr, ça va prendre du temps, parce que mettre en place le savoir-faire agile, je vais dire rapidement, c'est facile entre guillemets, mais si on néglige ce côté savoir-être, ça va être vraiment compliqué. Le septième point, alors c'est sans doute, je pense, le point le plus important, ne pas penser qu'on continuera à raisonner comme avant. Il faut vraiment faire attention à ce piège parce que, selon moi, il y a, comment je pourrais dire ça, dans tout projet, tout commence par une idée, une opportunité. Dès la naissance de l'idée, on ne raisonne plus déjà de la même façon en mode agile. Pourquoi? Parce que cette idée, elle devra rapidement être partagée pour une bonne compréhension mutuelle. Cette idée, il va falloir apprendre à la découper en fonctionnalités de plus en plus petites pour arriver à nos fameuses user stories, qui est l'unité de travail de développeur. Et désormais en mode agile, il faut apprendre à raisonner post-it. Et tous les outils qu'on voit aujourd'hui en management visuel reposent sur ce constat. Le post-it, ça clarifie
facilement et rapidement notre vision du besoin. Donc, c'est vraiment important de comprendre, d'apprendre désormais à décomposer le besoin client avec cette vision post-it. Alors, pour finir notre tour des pièges à éviter dans le savoir-être, ne pensez surtout pas qu'être agile veut dire être versatile. Hein, l'agilité met en avant le principe de l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan rigoureux. Bah, ce principe n'est pas pour autant la porte ouverte à tous les changements. Il ne s'agit certainement pas de laisser planer les changements d'avis, de permettre que s'installe l'incompréhension, hein, sous prétexte que les choses peuvent changer, quoi. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Dans une dernière mission, pour finir rapidement, j'avais un architecte. On avait passé un sprint à faire un microservice. À la fin du sprint, l'architecte nous a dit bon bah on va le mettre à la poubelle le microservice parce que finalement c'est une autre équipe qui aura la responsabilité de ce microservice. Alors ça a choqué personne, mais bien sûr il ne faut pas que ça devienne une habitude. C'est vraiment important. Les changements, oui, mais il ne faut pas que ça s'installe et sinon on passera notre temps à défaire et refaire et c'est pas du tout le but du jeu, quoi. Voilà, bah, pour augmenter notre chance, hein, de succès, il faudra méditer davantage, hein, sur cet esprit agile qui est vraiment important et en le pratiquant, en le mettant en place, bah, notre basculement agile se fera en douceur, je dirais. Hein. Il ne faut pas hésiter, hein, pour vraiment concrétiser cette prise de conscience de l'importance de l'esprit agile. Il ne faut pas hésiter à faire des diagnostics de comportement. C'est important. Et les managers, ils n'y échappent pas aussi, quoi. La transformation agile, c'est une question de survie. On n'a plus le choix. Hein, il faut s'y mettre. Mais je dirais que quand une entreprise décide de basculer agile, en fait, il faut qu'elle adopte dès le départ le mode agile. Hein, on va travailler étape par étape, on va avancer de façon empirique, parce que si on fait comme dans le cycle V, bah, on va attendre que tout soit parfait avant de démarrer, et ça, c'est pas possible. Voilà, merci. Merci beaucoup, Gilbert. Donc, du coup, pour faire la transition avec tout ce que vous venez de dire, bien évidemment, ça engendre des évolutions également dans le rôle du manager. Et donc, j'invite Edgar, voilà, à nous rejoindre pour nous en dire un peu plus à ce sujet. Juste quelques secondes, je vois qu'il y en a plusieurs qui posent des questions. Pour rappel, on les traitera à la fin du webinaire. Donc, je vous laisse la parole, Edgar, et merci beaucoup, Gilbert. Comme le disait Gilbert, un des pièges de l'agilité, ça consiste à penser que ça ne concerne que les autres, notamment que les équipes, et que ça ne concerne pas le management ou les managers. Alors déjà, une petite précision, qu'est-ce que c'est qu'un manager? Eh bien, dans Scrum, par exemple, le Product Owner, c'est un manager. Le Scrum Master, c'est un manager. Alors, le Product Owner ne manage pas l'équipe, il manage le produit. Le Scrum Master ne manage pas non plus l'équipe, il manage le Scrum. L'agilité nous invite à reconsidérer la notion de manager, et non pas comme étant un chef, mais comme étant vraiment un leader. Il y a un terme qui revient souvent, Gilbert l'a évoqué tout à l'heure, le leader-serviteur. Le leader est au service des autres. Donc, le product owner va être au service des clients, il va être le lien entre les clients et l'équipe, mais il ne va pas manager l'équipe, il va manager son produit. Et ce qui va faire que ce style de management va pouvoir s'exprimer, c'est un certain nombre de qualités qui sont mises en œuvre, comme Gilbert le disait à l'instant, il y a du savoir-faire et du savoir-être. Et bien, ce qui fait que le manager est agile, eh bien, avant tout, il a une posture de coach. Il n'a pas une posture d'encadrant. Alors, je disais à l'instant, hein, les managers, on parle du Scrum Master et du Product Owner, mais ça vaut aussi pour tous les autres managers de l'organisation. Si vous prenez une organisation comme Google, par exemple, qui a 70 000 collaborateurs, vous avez 4 niveaux hiérarchiques au sein de Google. Donc, vous n'avez pas de management directif, vous n'avez pas de management de micromanagement. Vous avez du management d'équipe. C'est ce qu'on va retrouver dans le modèle Spotify, c'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup d'organisations qui sont sorties de systèmes pyramidaux. Donc, notre manager, il pratique un management participatif.
ou délégatif, mais il ne va pas pratiquer un management autoritaire ou un micromanagement. Le cœur de son métier, ça va consister à donner du sens aux missions. Alors, le fait d'avoir du sens dans une mission, c'est un facteur de motivation, c'est un facteur de performance. Là, il suffit de consulter la littérature sur le management et sur la performance du management pour s'en assurer ou simplement le mettre en œuvre sur le terrain et on s'en assure tout de suite. Le manager, il n'explique pas comment on fait, mais pourquoi on fait les choses. D'ailleurs, quand on est confronté à un problème et on a tous la même réaction, on cherche en premier lieu comment le résoudre. Le rôle du manager, c'est pas de chercher comment on le résout, c'est pas de définir ce qu'il faut faire. Le rôle du manager, c'est de se poser la question, pourquoi on va résoudre ce problème? Est-ce que potentiellement le temps qu'on va passer à résoudre ce problème, c'est plus ou moins important que les conséquences de ce problème? Si ça me coûte plus cher de régler un problème que de subir le problème, je vais peut-être simplement faire avec ce problème. Ça permet de reprioriser, pas simplement en fonction des coûts, mais aussi en fonction de la valeur. Et cette notion de valeur, on va la retrouver tout au long de notre démarche agile, tout au long d'un accompagnement agile. C'est quelque chose sur lequel on revient régulièrement, c'est cette notion de valeur. Le pourquoi permet très souvent de clarifier cette notion de valeur. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce travail collaboratif entre le manager et ses équipes, ils définissent ensemble ce qu'il faut faire. Et à partir du moment où le pourquoi est clair, le quoi va être beaucoup plus clair. À partir du moment où le quoi est clair, le comment va être limpide. C'est un des effets de la transparence. Un des piliers de Scrum, c'est la transparence. On a la transparence, inspection, adaptation. Je ne vais pas revenir sur ces trois éléments-là. Mais un des effets de la transparence, c'est justement l'efficacité des équipes. C'est ce qui va permettre aux équipes d'être plus efficaces, non pas par rapport à leur savoir-faire, mais par rapport à ce qu'ils font. Ils vont tous dans le même sens, ils vont tous dans un but commun, parce que le quoi a été clairement identifié par l'équipe et le manager, le pourquoi est clarifié par le manager. Alors, ce qu'il faut retenir de cet élément-là, c'est principalement que le manager ne dicte pas à l'équipe ce qu'elle doit faire, et encore moins comment elle doit le faire. Ce n'est pas au manager de choisir à l'avance les moyens d'atteindre les objectifs. Concrètement, ça veut dire que si je rédige un cahier des charges, par exemple, en tant que directeur de projet, eh bien, ce que je vais mettre dans mon cahier des charges, ce n'est pas une description des fonctions. Ce que je vais mettre dans mon cahier des charges, qu'il soit destiné à l'interne ou qu'il soit destiné à consulter un certain nombre de maîtres d'œuvre, c'est mes objectifs. D'ailleurs, les objectifs, si vous regardez la définition d'un cahier des charges, c'est un élément contractuel indispensable pour que le cahier des charges soit établi comme étant une pièce contractuelle. Vous avez obligatoirement des objectifs clairement définis dans un cahier des charges. C'est un élément de ce document contractuel. Il ne va pas même faire la recette. L'équipe agile a produit quelque chose. Ce n'est pas au manager, ce n'est pas au product owner, ni même à son chef d'aller faire la recette du produit. L'équipe doit livrer un produit fini qui correspond à une définition de fini. Le manager, ce qu'il peut faire par contre, c'est clarifier les exigences. Expliquer pourquoi on a ces exigences, expliquer pourquoi on va avoir besoin de se conformer à un certain nombre de règles, à un certain nombre de normes, d'exigences en termes de qualité, de sécurité, de robustesse, etc. Ça, c'est bien l'objectif du manager. C'est de fixer des objectifs clairs, mesurables, de clarifier le pourquoi, ce qui va permettre de donner du sens. Alors, concrètement, le manager, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Eh bien, le manager, il va mesurer. Il va mesurer notamment la valeur du produit. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce produit me rapporte? Il va mesurer la valeur d'un sprint. Il va mesurer la valeur d'une itération, d'une release. Est-ce que c'est vraiment intéressant de se lancer dans cette release? Est-ce que c'est vraiment intéressant
d'intégrer une nouvelle fonctionnalité demandée par les utilisateurs. L'autre élément qu'il va mesurer pour pouvoir répondre à cette question, c'est l'effort nécessaire pour gagner ces points de valeur. C'est très bien d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, par exemple à un site e-commerce. Est-ce que cette nouvelle fonctionnalité va réellement générer les ventes attendues? Est-ce que cette nouvelle fonctionnalité va réellement apporter une plus-value, fidéliser les clients, augmenter les ventes, augmenter le mix produit, etc., etc. Et de combien? Eh bien, ça, c'est de la prospective. Ensuite, il va faire confiance à l'équipe pour estimer qu'est-ce qu'elle peut mettre en œuvre pour pouvoir apporter cette fonctionnalité, pour pouvoir répondre à un besoin, pour pouvoir répondre à une opportunité. Et c'est en comparant les différentes solutions, les différentes opportunités que le manager va prioriser ses efforts. Si on prend par exemple un chef de service, il a un budget à gérer sur une année. Historiquement, eh bien, il gère son budget en fonction de celui qui demande le plus fort, en fonction de ses envies personnelles. Ça, c'est une information qui est extrêmement implicite. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai priorisé telle ou telle activité, tel ou tel projet ou telle fonctionnalité dans un projet. Eh bien, l'agilité va inviter le manager à rendre cette information beaucoup plus explicite, en s'appuyant sur la notion de valeur et sur la notion de coût de l'autre côté. Eh bien, si je déduis du coût de ma valeur, j'ai un bénéfice net. Faire ce sprint supplémentaire, c'est bénéficiaire pour l'entreprise, c'est bénéficiaire pour le produit. Et c'est au regard du bénéfice attendu que le manager va pouvoir prendre des décisions en s'appuyant plus ou moins sur ses équipes. Dans un cycle itératif en flux tiré, le manager, qu'est-ce qu'il va mesurer? Il va mesurer à quelle vitesse on avance sur le projet. Par exemple, dans un cycle en cascade, le manager va définir tout un périmètre de projet et on va avoir un flux poussé. On a défini au départ tout ce qu'on allait réaliser. Alors que dans un cycle agile, dans un cycle itératif, on va décomposer tout le projet en expression de besoin ou en exigence ou en fonctionnalité et à chaque fois, on va estimer leur valeur et l'effort à fournir. Et le manager va pouvoir prioriser de cette manière-là quels sont les éléments qu'il va mettre à disposition du public en premier. C'est son fameux MVP, le minimum viable product. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a mis un produit à disposition des utilisateurs, il va faire un constat factuel, empirique. Est-ce qu'il y a réellement de la valeur? Est-ce que l'effort réellement mesuré est conforme aux estimations initiales? Et à partir de ces décalages-là, le manager va pouvoir adapter la suite du programme. Alors ça vaut pour un product owner pour faire son plan de release. Ça vaut pour un product owner pour faire l'organisation de son backlog. Ça vaut pour un manager ou pour un PMO pour organiser les projets dans l'entreprise. Quels sont ceux qui sont prioritaires? Quels sont ceux qu'on va faire en premier? Quels sont ceux qu'on va faire en dernier? Quels sont ceux que potentiellement on ne va pas faire parce qu'on n'a pas de budget, parce qu'on n'a pas les équipes, parce qu'il peut y avoir plein de parce que. Ce qui n'est pas utile ou rentable dans ce contexte-là ne va même pas être spécifié ni même étudié, même si on l'avait initialement planifié. On va potentiellement s'engager sur une autre solution. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le manager ne planifie pas sur le long terme par rapport à une croyance, une prospective ou à son avis personnel. Il va planifier sur le long terme des engagements de budget, des engagements de ressources, mais il va être en capacité de réviser en collaboration avec ses équipes, en collaboration avec les clients, en collaboration avec le reste de l'organisation, les objectifs à court terme. Je vais passer la main à Julie, si tu veux bien. Oui, merci beaucoup Edgar.
Du coup, je regarde le temps, on va pouvoir passer du coup à un échange avec Stéphane qui nous a rejoint, très bien. Donc Stéphane, pour faire suite au discours d'Edgar, il y a aussi de nombreuses idées reçues sur le sujet, notamment de la documentation pardon, en agilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, tout à fait. Merci, Julie. Alors, cette troisième partie du webinaire est consacrée à l'expression du besoin dans un contexte agile. Comme l'expliquait Gilbert au début du webinaire, Gilbert insistait beaucoup sur le savoir-être. Là, on sera plutôt sur du savoir-faire. Hein, donc, on est complètement en phase, Gilbert. Le savoir-être est très important. Il est primordial en agile pour bien réussir un projet agile. Mais ce que je veux essayer aussi de vous montrer, c'est qu'il ne faut pas négliger le savoir-faire, et en particulier sur toute la partie recueil du besoin, formalisation du besoin, priorisation et planification de ce besoin. Donc là, c'est une partie qui va être plus, je dirais, axée sur le savoir-faire. Alors, il m'a semblé utile de revenir quand même sur la définition de produit, puisque vous savez, dans l'agile, on va essayer de passer d'une organisation qui est essentiellement en mode projet, donc dans une approche traditionnelle, vers une approche produit. Donc, ce qui va être important dans cette nouvelle approche, c'est vraiment de considérer le produit. Et donc, il m'a semblé intéressant de revenir sur cette définition d'un produit. Donc, il existe différentes définitions de produits que vous pouvez trouver dans la littérature. Mais j'aime bien celle-ci qui consiste à dire qu'un produit, c'est une solution, donc bien une réponse à un problème, comme expliquait aussi Edgar, hein, donc le domaine du problème, le domaine de la solution. Donc il faut bien réaliser une solution, mais pas n'importe quelle solution. Cette solution doit apporter de la valeur, donc ça aussi c'est un terme que Edgar a bien expliqué. Cette solution va apporter de la valeur à un utilisateur, à des utilisateurs ou pourquoi pas aussi à des clients. Donc j'aime bien cette définition qui est relativement courte mais qui permet de bien situer ce qu'est le produit. Lorsqu'on parle de solution, il faut bien imaginer, vous êtes peut-être issus pour la plupart du monde de l'informatique, donc la solution, elle est informatique, mais il faut bien voir que cette solution n'est pas exclusivement informatique. Cette solution, dans l'organisation, ça peut être une restructuration, par exemple, d'un service marketing, ça peut être au niveau des processus métiers, par exemple, soit la création ou l'évolution d'un processus métier. Donc, si vous êtes par exemple business analyst, sachez que la solution peut être bien évidemment l'amélioration d'un processus métier. Donc, elle n'est pas exclusivement informatique. Il y a aussi un autre aspect qui est important lorsqu'on parle de produit. Lorsqu'on parle de produit, on va lui associer cette notion de qualité. Et ça, c'est important de dire que la qualité d'un produit, on pourrait la mesurer de différentes manières, mais là encore, moi j'aime bien mesurer la qualité d'un produit par rapport au niveau de satisfaction que le produit procure à son utilisateur, à son client. Donc en fait, la qualité d'un produit, c'est ni plus ni moins que la satisfaction des exigences d'un utilisateur, des exigences des parties prenantes vis-à-vis d'un usage de ce produit-là. Donc ça, c'est très important de bien revenir sur cette définition de ce qu'est un produit et de ce qu'est la qualité d'un produit. Je peux aussi vous rappeler que en agile, cette qualité n'est pas négociable dans le sens où on va essayer, en tous les cas, de faire de la qualité et donc d'amener un produit et de réaliser un produit qui réponde complètement aux exigences des utilisateurs. Il m'a semblé aussi intéressant de revenir sur, avant de parler de revenir sur la notion de produit et de valeur, de parler sur des approches traditionnelles, donc qui peuvent être soit en cascade, soit en V. Dans les approches traditionnelles, comme l'expliquait Edgar, souvent on va rédiger un cahier des charges, une expression de besoin. Bref, ça va être un document dans lequel on va retrouver un ensemble d'exigences, un ensemble de contraintes, un ensemble d'hypothèses. Et c'est à partir de ce cahier des charges, à partir de cette expression de besoin, que l'on va déterminer le délai, c'est-à-dire combien de temps ça va prendre pour construire la solution, et puis le coût, combien ça va coûter. Donc ça, on a tous vu ce triangle, et donc on va fixer le périmètre, et à partir de là, on va fixer le délai et le coût, et
à un certain moment dans le cadre du projet, on basculera sur ce qu'on appelle des demandes de changement pour pouvoir effectuer, par exemple, une modification de périmètre qui aura un impact sur un délai ou sur un coût potentiel. Et là, ce qui est important dans cette approche-là, on va faire un pilotage par le plan, on va faire des plannings, des diagrammes de Gantt, et ainsi de suite. Dans l'approche agile, et ça c'est une des difficultés que peuvent rencontrer les organisations, et également, je dirais, au niveau des managers, c'est qu'il faut bien comprendre que l'approche elle est complètement différente, puisque la variable, je dirais, d'ajustement, ça va être le périmètre. Et donc, pour qu'on ait cette variable d'ajustement qui est le périmètre, on va avoir vraiment un pilotage par la valeur. C'est-à-dire que dans l'agile, on va essayer, au fur et à mesure des itérations, au fur et à mesure des releases, on va essayer de délivrer les fonctionnalités, les choses qui apportent le plus de valeur au début du projet. Donc, dans une approche agile, la variable d'ajustement, ça sera donc le périmètre. Par contre, ce qui sera fixe, ça va être le délai. C'est-à-dire qu'on va se donner, par exemple, 6 mois pour construire un produit, et puis on va mettre de l'argent sur la table. On va mettre, par exemple, 100 kg € sur la table, et avec ces 100 kg € et ces 6 mois, en termes de délai, on va regarder ce qu'on est capable de faire. Donc, associé à cette notion de périmètre, on va voir qu'il va falloir définir quels vont être les objectifs globaux de l'organisation, donc réfléchir en termes de produit à ce que sera la vision de ce produit-là, donc la vision étant la cible que l'équipe ou l'organisation va souhaiter atteindre sur du plus long terme. Ça veut dire que là aussi, dans l'agile, on aura aussi de la planification. On aura de la planification plutôt détaillée sur du très court terme et de la planification plus macroscopique sur du long terme. Donc ça, c'est ce qui sera traduit typiquement dans une feuille de route au travers des différentes itérations et des releases. J'avance un petit peu. Apparemment, j'ai un blocage quelque part. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va caractériser l'expression du besoin ou globalement le besoin dans un contexte agile? Dans un contexte agile, on va surtout travailler sur des domaines exploratoires, des domaines qui sont inconnus. Et donc, on va souvent partir d'un besoin qui est soit, je dirais, non décrit ou en tous les cas complètement immature. Alors, ça ne veut pas dire que dans des approches traditionnelles, on n'a pas le souci de recueil du besoin également. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'agilité va être bien adaptée à des domaines qui sont inconnus ou des domaines qui nécessitent vraiment de faire de l'exploration, du test. Ce qui va caractériser aussi le besoin dans un contexte agile, ça va être aussi le fait qu'il change très souvent. Donc le besoin va être difficile à capter d'une part, et en plus de ça, il va être soumis à des évolutions. Le client, les utilisateurs vont avoir le droit de changer d'avis et donc le besoin va changer très très rapidement. C'est souvent ce qui pose problème dans les approches traditionnelles, c'est que on a bien défini le projet, on a lancé le projet et puis à la moindre demande de changement, eh bien c'est le grain de sable qui risque de faire que la machine ne fonctionne plus très bien. Donc là, dans l'agile, on va avoir un besoin qui change naturellement et qui change souvent. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Le dernier point sur lequel aussi je voulais venir, c'est que le besoin en agile, quand on fait une expression de besoin en agile, il y a une contrainte qui vient se rajouter par rapport à une approche traditionnelle, c'est que le besoin va être aussi un élément de planification. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que vous allez exprimer un besoin et il faut que ce besoin soit réalisable dans le temps d'une itération. Donc, ça veut dire qu'il doit être suffisamment petit en termes de décomposition, en termes de description, pour être réalisé dans une itération. Et ça, franchement, c'est quelque chose de nouveau par rapport à une approche traditionnelle. Alors, il va falloir bien sûr travailler sur la manière de recueillir le besoin, de s'organiser, de mettre sous contrôle un certain nombre d'activités. On verra que ces activités, elles vont du recueil du besoin jusqu'à la formalisation du besoin, de sa priorisation, mais également de sa planification. Et du coup, là, l'idée, c'est de dire, le savoir-faire, il est important en agile et il faut s'appuyer sur des choses qu'on maîtrise relativement bien. Et donc, je pense
tout naturellement à ce que j'appelle l'ingénierie, et en particulier l'ingénierie des exigences. Donc ça, c'est une discipline qui est importante et qui va permettre aux équipes de bien travailler sur le recueil du besoin, de bien travailler sur sa formalisation, sur sa priorisation et sur sa planification. Alors, dans une approche traditionnelle, on a un cahier des charges, on a une expression de besoin, et l'objectif dans cette approche-là, c'est bien de décrire de manière exhaustive le besoin. Donc, en règle générale, on part d'un besoin qui est macroscopique. Donc, ce besoin est traduit et souvent, je dirais, la résultante d'objectifs de très très haut niveau dans l'organisation, comme par exemple devenir leader sur un marché. Et à partir de ce besoin-là, on va décrire les besoins pour arriver à un niveau relativement détaillé du besoin. Et à partir du moment où on a atteint une description détaillée sur ce besoin, on va essayer de verrouiller les choses pour voir combien ça coûte et combien de temps ça va prendre. Donc ça, c'est vraiment dans l'approche traditionnelle. Dans une approche agile, on aura toujours un produit à définir, on aura toujours une vision de ce produit-là, mais par contre, le besoin va être validé dans un premier temps sur des choses très macroscopiques. D'accord? Donc, c'est plutôt situé en haut, on est plutôt en haut du triangle. Donc, on va valider le besoin de manière macroscopique. Et ensuite, au fur et à mesure, je dirais, des exigences des utilisateurs que l'on doit satisfaire, au fur et à mesure de la valeur que l'on va essayer de délivrer auprès des utilisateurs et du client, on va rentrer dans un petit peu plus de détails. Et l'objectif, c'est d'arriver à un niveau de détail suffisamment petit, suffisamment fin pour être planifié dans des itérations. Donc, la construction en fait de l'expression du besoin et de ce que doit faire le produit va se faire de manière itérative, incrémentale et adaptative, hein, puisqu'on pourra aussi bien évidemment changer d'avis et faire évoluer un besoin. On a développé par exemple un début de fonctionnalité dans une première itération. Rien n'empêche de faire évoluer bien évidemment cette fonctionnalité dans une deuxième itération, voire de casser ce qui a pu être fait dans une itération précédente. Et donc là, on commence aussi à toucher du doigt le fait que si vous souhaitez avoir une documentation de ce que fait votre produit à la fin d'un certain nombre d'itérations, eh bien, vous ne pourrez pas vous baser uniquement et exclusivement sur, par exemple, les histoires utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, pour continuer un peu la présentation sur les pièges et donc aussi les idées reçues, il y a une première idée qui est de dire, lorsqu'on va travailler sur des besoins, on va surtout travailler au début du projet hein, sur le besoin. Donc là, on va vraiment beaucoup solliciter les parties prenantes. Et puis ensuite, on va se dire, voilà, le besoin il est établi et donc on peut lancer la réalisation des différentes fonctionnalités au travers des itérations. Donc ça, c'est une première idée reçue. Bien sûr, c'est une idée qui est erronée, puisque bien sûr, en ingénierie, et donc en particulier en ingénierie des exigences, il faut bien considérer que comme on raisonne sous la forme d'exigences liées à un produit, eh bien, il va falloir constamment travailler sur les exigences de ce produit. Donc, le produit va suivre un cycle de vie. Et donc, c'est au fur et à mesure de l'avancée de la maturité de ce produit-là, on va travailler sur les exigences. Donc, bien voir que travailler sur le besoin en agile, c'est en fait travailler sur chacune des itérations, sur chacune des releases. Il faut revenir un petit peu sur les besoins. Donc bien voir que cette activité va suivre tout le cycle de vie du produit, mais non pas sur je dirais les premières phases de création, de définition du produit. Ce qu'il faut voir aussi en agile, c'est que les activités d'ingénierie sont donc réalisées dans chacune des itérations. Donc typiquement, les rôles tels que le product owner, tels que les business analysts vont participer au recueil du besoin, à la formalisation de ce besoin dans un backlog, typiquement. Et donc, ces activités, elles vont être itératives, elles vont être récurrentes. Et donc, il va falloir travailler constamment sur le besoin. Par contre, ces activités, elles vont être, je dirais, assez constantes dans le temps. Et donc, pour préparer le travail sur une itération, le PO, les business analysts doivent travailler en amont, bien évidemment, et doivent continuellement travailler sur les besoins et sur les backlogs. Donc, contrairement à une approche traditionnelle où là, je dirais, l'effort, il est plutôt positionné sur les phases avant.
La deuxième idée reçue, voilà, c'est de croire que travailler sur le besoin, travailler sur l'ingénierie des exigences, on ne produit que de la documentation. Et qui plus est, inutile. On pense souvent que faire de la documentation, ça ne sert à rien en agile, mais c'est vrai que cette documentation, elle est importante puisque si vous souhaitez faire, par exemple, de l'analyse d'impact sur des choses déjà réalisées, eh bien, vous allez vous replonger dans la documentation pour établir un résultat de cette analyse. Donc, la documentation, elle est certes importante, il ne faut pas la négliger en agile puisque c'est elle qui va permettre de définir au final ce que fait réellement votre produit. Donc, croire que faire de l'ingénierie des exigences et faire de l'expression de besoin, c'est uniquement travailler sur la documentation, c'est faux, bien évidemment, puisque le fait de réfléchir aux besoins, ça permet aussi de travailler en même temps sur de la communication, de travailler également sur de la collaboration, et ça, on sait que c'est très important dans un contexte agile. On va plutôt favoriser les interactions entre les individus, on va plutôt favoriser la communication et la collaboration, mais il ne faut pas non plus négliger l'autre partie qui est la documentation. Cette documentation, c'est ça qui va vous permettre de capitaliser aussi pour l'organisation, donc capitaliser sur un savoir-faire, capitaliser sur un produit. Et c'est vrai que dans de trop nombreuses organisations, donc lors des différentes missions que je peux mener, on voit que cette partie documentation, elle est souvent réduite à sa plus simple expression, et donc on a derrière des problèmes sur la pérennité de l'information et donc des problèmes liés à la capitalisation sur le produit. Dernière chose aussi, c'est que capitaliser sur de l'information, donc sous forme de documentation, ça permet de préserver la connaissance. Et ça, c'est très, très important pour l'entreprise. On voit trop d'entreprises qui perdent aujourd'hui une certaine compétence, une certaine connaissance sur, par exemple, les processus métiers, une certaine perte aussi de connaissance sur ce que peut faire un produit à un instant donné. Donc, dernière idée reçue sur cette partie, expression du besoin, c'est de croire également que l'on peut exprimer les besoins uniquement au travers des user stories. Et vous savez très bien que les user stories, donc les histoires utilisateurs, ça permet d'exprimer un besoin plutôt fonctionnel, mais il ne faut pas oublier que pour mesurer en particulier ou pour définir un produit et pour mesurer sa qualité, il y a les aspects non fonctionnels qui vont être très très importants. Et ces aspects non fonctionnels sont aujourd'hui de plus en plus importants pour dire qu'un produit de qualité, c'est un produit qui va être plutôt performant, c'est un produit qui va être plutôt ergonomique, et toutes ces caractéristiques, la performance, l'ergonomie, la sécurité, font partie du volet non fonctionnel, et donc il ne faut vraiment pas négliger ce volet non fonctionnel. Ça veut dire que typiquement dans un backlog, on va peut-être retrouver des histoires utilisateurs, donc des user stories, mais on peut peut-être aussi trouver des items un peu plus techniques, comme des technical stories par exemple, qui vont permettre de décrire des aspects non fonctionnels du produit. J'ai un souci pour avancer, désolé, voilà. Donc c'est vrai que les user stories, il faut d'abord les voir comme étant un élément favorisant la conversation, la communication. Donc là, je citerai les 3 cartes de Ron Jeffries. Donc la user story, il va falloir la considérer non pas comme étant une exigence, mais comme étant un support à l'expression d'un besoin et donc un conteneur d'exigences. Ces exigences pouvant être soit fonctionnelles, soit non fonctionnels. Alors sur les caractères non fonctionnels, pensez aussi aux critères d'acceptation que vous pouvez associer à chacune des histoires utilisateurs. Et donc ça va permettre de constituer au fur et à mesure, au fil du temps, un référentiel d'exigence. Donc il va falloir assimiler ces user stories à ce qu'on appelle des conteneurs et donc des techniques d'élucidation qui vont permettre de recueillir des besoins auprès des utilisateurs et de commencer à formaliser ces besoins sous la forme d'exigences. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que bien voir qu'en Agile, la documentation, elle est encore importante, la documentation du produit. Cette documentation, bien voir que ce n'est pas la somme de la documentation des user stories. D'accord? Donc ça veut dire que si vous voulez construire un référentiel d'exigence, typiquement, il faut construire un référentiel d'exigence à côté.
des user stories. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qu'il faut bien avoir en conscience. Et puis, cette construction du référentiel d'exigence, elle va se faire de manière itérative, incrémentale. On ne va pas essayer de tout décrire dans un premier temps. On va d'abord partir des besoins macroscopiques pour arriver aux besoins les plus fins. Et ça, on va y aller de manière itérative et incrémentale. Et puis enfin, pour éviter la perte de sens, il faut bien sûr travailler sur cette vision du produit, sur la construction d'une roadmap, donc d'une feuille de route, et donc une stratégie produit aussi qui va permettre d'atteindre cette cible, hein, donc cette vision du produit. Donc tout ceci, ça repose sur des activités que l'équipe doit maîtriser, et donc l'équipe doit maîtriser ces activités d'ingénierie, ingénierie système, ingénierie des exigences, avec des activités d'élucidation, de documentation, d'estimation, de priorisation et de planification. À ce sujet, c'est vrai que sur la partie, par exemple, priorisation, il faut bien voir que c'est une activité qui est souvent difficile à mener dans les organisations, et donc bien connaître des techniques de priorisation favorise la tenue de cette activité de priorisation. Donc, soyez agile et donc faites de l'ingénierie agile. Donc, pour réussir un projet en agile ou pour réussir une transformation agile, n'oubliez pas toute cette partie qui est liée vraiment au savoir-faire. Voilà, j'en ai terminé, Julie. Merci beaucoup, Stéphane. Je voulais pas vous couper la parole. Merci beaucoup déjà à tous les trois et puis à tous les participants. On peut passer à une petite phase de questions-réponses pour ceux qui ont encore quelques minutes et qui souhaitent poser des questions. Donc, on en a sélectionné quelques-unes. On ne pourra pas toutes les poser, mais on vous donnera les coordonnées sans souci ensuite pour que vous puissiez échanger avec les auteurs ou nous envoyer vos questions pour qu'on leur transfère. Une question de Coralie qui nous demande en Agile si peut-on avoir des obligations de résultats avec des objectifs calendaires forts. Je vais peut-être m'adresser à Stéphane ou Edgar. S'il y en a un de vous deux plus à même de répondre. La réponse est oui. Alors, des objectifs, oui, pardon. Si je peux rajouter, oui, des objectifs calendaires forts, oui, forcément. Donc, dans la priorisation, il faudra tenir compte d'un critère qui sera cette notion de criticité temporelle. Donc, si vous avez des criticités temporelles, c'est-à-dire des jalons forts à respecter, il faudra bien les prendre en compte dans l'activité de priorisation. Donc, oui, la réponse est clairement oui. Ok. C'est une autre question de Eric, donc, qui nous fait part des conditions un peu depuis le confinement. Donc, Eric nous dit, depuis le confinement, nous sommes repartis dans les travers du pilotage par le délai, besoins moins cadrés ou mal cadrés, sprint jamais terminé, qualité dégradée. On perd l'engagement des collaborateurs. Donc, est-ce définitif? Voilà, il nous demande si c'est définitif tout cela. Peut-être lui répondre, lui apporter plus de précision dans le sens comment peut-être améliorer toute cette perte de cadrage. S'il y en a un de vous trois qui sont plus à même de répondre, donc Edgar. Oui, la problématique qui est posée, c'est comment est-ce qu'on travaille à distance. Le fait d'être agile, ça implique forcément qu'il y ait des échanges. On constate systématiquement que l'échange le plus efficace, c'est le face-à-face. Pourquoi? Parce qu'il y a de la communication verbale, il y a de la communication non verbale. Quand on est en travail à distance, on perd ces éléments-là. On perd aussi beaucoup d'effets de coordination d'équipe, on perd de l'efficience au niveau des équipes. Et ces pertes-là vont avoir un impact, il va y avoir de la pression qui va être mise sur des délais, on rentre dans un cercle vicieux. C'est une vraie responsabilité managériale d'être capable de tenir le cap, d'être capable de travailler avec des équipes distantes. Ça s'apprend, ça s'enseigne. Il faut soit acheter des livres et se former, soit se faire coacher. Mais pour le coup, il y a des techniques et puis, comme le disait Gilbert, il y a du savoir-être à mettre en œuvre. Ok. Vous voulez apporter un petit mot en plus rapidement, Gilbert? Oui, je pourrais rajouter, on a aussi aujourd'hui à notre disposition des outils d'intelligence collective, hein, et il ne faut pas hésiter à les utiliser. C'est vrai que là, avec la phase Covid, on a perdu ce face-à-face, cette communication face-à-face,
Mais malgré tout, grâce à des outils de management visuel, je pense par exemple à Klaxoon ou Trello, hein, pour citer que, ils vont nous permettre de retrouver un semblant de rapprochement dans nos échanges, quoi. Donc, à distance, il faut pas hésiter à utiliser ces types d'outils, quoi. D'accord. Très bien. Et peut-être juste une dernière question pour terminer. C'est une grande question. Alors, c'était Séverine qui nous disait le principe du MVP en agile est aussi d'avoir une phase d'ingénierie des exigences réduites, notamment à travers des user stories. Est-ce une idée reçue? Donc, en agilité, la documentation est réduite, limitée. C'était plutôt plus pour Stéphane, ça, du coup. Oui, peut-être. Alors, oui, comme je le disais, en Agile, on a toujours de la documentation. Il faut faire cette documentation pour qu'elle soit utile et qu'elle reste utile. Alors, il y a deux aspects. Il faut faire de la documentation pour qu'elle soit utile à la réalisation, donc au niveau des équipes. Donc, ça, c'est clair qu'on va documenter ce qui est nécessaire aux équipes. Ce qui n'est pas nécessaire à la réalisation, peut-être que ce n'est pas utile de le documenter. Par contre, il faut bien avoir à l'esprit que cette documentation, elle peut aussi, elle doit servir aussi à documenter ce que fait votre produit à un instant donné. Donc, il ne faut pas négliger ces deux aspects de la documentation. Donc ça, c'est important. Ensuite, sur la notion de MVP, donc le MVP, le Minimum Viable Product, donc c'est bien un produit, une première version d'un produit, ce n'est pas un prototype, hein, j'insiste bien, c'est bien une première version d'un produit avec des fonctionnalités relativement limitées, mais qui vont être, ce produit va être opérationnel là, auprès des utilisateurs. Donc ça, c'est important aussi de bien voir ça. Donc forcément, c'est un sous-périmètre, le MVP est un sous-périmètre, donc la première version du produit qu'on pourrait mettre à disposition des utilisateurs. Ok. Je crois que quelqu'un souhaite compléter. Et pour compléter ce que disait Stéphane, puisque la question portait sur la réduction de l'ingénierie des exigences ou de cette phase de cadrage qu'on a coutume d'avoir dans les cycles en V ou en cascade, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un cycle itératif, ces activités d'ingénierie, elles ne vont pas se former uniquement au début du projet. C'est-à-dire que au début du projet, il y a une activité d'ingénierie, de cadrage qui va être réduite parce qu'on veut arriver le plus vite possible à mettre en production un MVP pour pouvoir mesurer les retours réels, que ce soit en termes de charge consommée ou de valeur du produit. Mais on va en retrouver plein dans les itérations successives. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a mis le MVP en place, derrière, on ne fait plus de recueil de besoins, on ne fait plus de qualification de besoins, on ne traite plus ces éléments-là, on ne fait plus de documentation. C'est faux. C'est à partir de ce moment-là qu'on va la faire. Mais on va faire ce qui est vraiment utile pour maximiser la valeur du produit. On ne va pas se lancer dans de l'ingénierie à tour de bras pour tout spécifier en détail, y compris des fonctionnalités qu'on ne mettra jamais en place parce qu'on a eu besoin de réduire le périmètre ou au contraire d'augmenter le périmètre. Ok, super. Réponse complémentaire. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup à tout le monde voilà, pour votre attention pour ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les adresser par mail. On vous a mis l'adresse dans le chat, webinaire avec un s@eni.fr. Vous pouvez également retrouver les auteurs sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Le webinaire sera disponible en replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. Normalement, vous recevrez un mail via votre adresse d'inscription pour vous en informer. Et puis, un grand merci à tous les participants et surtout à nos trois auteurs et 3 experts de l'agilité pour leur intervention. Merci à tous les 3. Et Merci à vous. à très bientôt et je vous souhaite à tous une très belle journée. Bonne journée. Merci. Merci à tous, bonne journée.